Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. La sorcière de l'île du Loch. Jadis, lorsque les fées étaient encore monnaie courante en Bretagne, vivait un jeune homme appelé Yann et une jeune fille nommée Bella. Ils avaient grandi ensemble et s'aimaient de tout leur cœur. Lorsque leurs parents moururent, sans rien leur laisser, ils se retrouvèrent tous deux domestiques dans la même maison. Ils auraient pu être heureux, mais les amoureux sont aussi capricieux que la mer. Si seulement nous avions assez d'argent pour acheter une petite vache et un porcelet, disait Yann. Alors je louerais un terrain au maître, j'appellerais le curé, et nous pourrions nous marier et vivre ensemble. Oui, ce serait bien, répondit Bella avec un soupir. Malheureusement, nous vivons des temps difficiles. La semaine dernière, au marché, les vaches et les porcs étaient plus chers que de coutume. Chaque jour, il tenait ce même type de discours. Puis Yann finit par s'impatienter. Un matin, il se rendit à l'aire de battage où Bella œuvrait et lui annonça qu'il allait chercher fortune. Elle tenta de le dissuader, en vain. Les oiseaux survolent les champs de blé et les abeilles les fleurs pour faire du miel. Un homme doit avoir autant de bon sens que les créatures ailées. Je vais aller chercher ce que je désire. Assez d'argent pour une vache et un porcelet. Si tu m'aimes, Bella, ne m'empêche pas de faire quelque chose pour assurer notre mariage. Si tu dois partir, vas-y, et que le ciel te vienne en aide, dit alors Bella. Mais avant de partir, je souhaiterais te donner la chose la plus précieuse que mes parents m'aient laissée. Elle conduisit Yann à son cabinet et prit un couteau d'argent, une cloche d'or et un bâton de bois de pommier. Ces trésors appartiennent depuis toujours à ma famille. Tout ce que ce couteau touche sera immunisé contre les sorts des sorciers et des sorcières. Le son de cette cloche peut être entendu à toute distance. Elle prévient nos amis en cas de danger. Mais je garde le bâton pour pouvoir te rejoindre si tu as besoin de moi. Yann remercia sa bien-aimée. Ensemble, ils versèrent quelques larmes au moment de se quitter. Puis il partit à la recherche de sa fortune. Il traversa pendant des jours des vallées et des montagnes, pour finalement atteindre une ville de bord de mer, surplombant plusieurs îles. Il passa la nuit dans une auberge, et le lendemain matin, assis près de la porte, il vit passer 2 marchands de sel conduisant leurs mules. Il les entendit parler de la sorcière de l'île du Loch, réputée plus riche que tous les rois du monde réunis. Yann alla les voir et leur demanda plus d'informations. Il apprit ainsi que la dame de l'île du Loch était une fée, vivant dans un lac au milieu de la plus grande des îles. De nombreux garçons téméraires s'étaient aventurés à la recherche de son trésor, mais aucun d'eux n'était jamais revenu. À ces mots, Yann déclara vouloir lui aussi partir à la quête de ce trésor. Les marchands de sel tentèrent de le dissuader, au prix de le retenir par la force, affirmant ne pas pouvoir laisser un jeune homme courir à sa perte. Touché par cette sollicitude, Yann était prêt à renoncer à son entreprise s'il faisait circuler son chapeau et récoltait assez d'argent pour acheter une petite vache et un porcelet. Les commerçants, considérant Yann têtu, le laissèrent alors partir. Le garçon descendit ainsi au bord de la mer et appela un passeur pour rejoindre l'île du Loch.
Il trouva rapidement le plan d'eau dont on lui avait parlé. La surface du lac était couverte de fleurs roses pâles, et sur l'une des rives, à l'ombre d'une touffe de genêts en fleurs, un bateau de couleur vert de mer flottait doucement. Il paraissait être un cygne endormi, la tête sous l'aile. Yann s'approcha avec curiosité. Il entra dans le bateau pour l'examiner de plus près. Mais à peine eut-il mis les pieds que le cygne se réveilla. Il sortit sa tête de sous ses plumes, ses pieds palmés s'étendirent dans l'eau, et il commença à s'éloigner du rivage en direction du centre du lac. Puis, sans prévenir, l'oiseau planta son bec dans l'eau et plongea, entraînant Yann dans les profondeurs. Le garçon réalisa rapidement qu'il pouvait respirer sous l'eau. Il ouvrit les yeux et vit le palais de la sorcière, construit sur le fond sablonneux du lac. Formé de coquillages, il était plus beau que tout ce qu'il pouvait imaginer. Tout autour se trouvaient d'immenses jardins et prairies d'algues, avec des diamants à la place des fleurs et une dense forêt d'arbres marins qui s'étendait à la lisière du parc. Le cygne laissa Yann au pied d'un escalier de cristal menant à la porte du palais. Le jeune homme commença à grimper, et à chaque pas de son ascension, les marches résonnaient d'un tintement semblable au chant des oiseaux. Enfin, il atteignit l'entrée et, dans la première pièce, il vit la sorcière couchée sur un lit d'or. Elle était vêtue de soie verte, aussi délicate et douce qu'une vague. Des ornements en corail encadraient ses longs cheveux noirs, qui tombaient droit jusqu'aux pieds. Ses joues étaient aussi roses et délicates que l'intérieur d'un coquillage. Yann recula à la vue d'un être aussi délicieux. La fée se leva en souriant et se dirigea vers lui, avec des pas aussi gracieux que le mouvement des vagues de la mer. « Bienvenue », dit-elle en lui faisant signe d'entrer. « Il y a toujours une place ici pour les étrangers et les beaux jeunes hommes comme toi. » Yann s'enhardit et entra dans la pièce. « Qui es-tu » lui demanda la sorcière. « Et que veux-tu » ? « Je m'appelle Yann » répondit le garçon. « Et je cherche assez d'argent pour acheter une petite vache et un cochon tout maigre. »« Très bien » annonça la sorcière avec un sourire. « Ta recherche sera récompensée et tu auras ce que ton cœur désire. » Elle le conduisit alors plus loin dans le palais, dans une pièce dont les murs étaient décorés de festons de perles tissées. Et là, elle lui offrit 8 types de vins différents, dans 8 calices d'or. Yann commença à les siroter, les trouvant si bons qu'il en but 8 fois chacun. À chaque calice qu'il vidait, il trouvait la sorcière de plus en plus belle. Le monde avait-il jamais vu un être aussi enchanteur ? Pendant qu'il buvait à sa guise, la fée lui expliqua que son lac était relié à la mer par un passage souterrain et que toutes les richesses des navires naufragés y étaient attirées par un courant magique. « Ma foi » s'exclama Yann, rendu allègre par le vin, « je ne suis pas surpris que les marins parlent si mal de vous. Les gens riches rendent toujours les autres envieux. Quant à moi, rien que la moitié de votre fortune me suffirait. » « Tu l'auras, Yann, » murmura la sorcière. « De quelle manière ?» demanda-t-il, surpris. « J'ai perdu mon mari, et donc si tu le consens, je peux devenir ta femme. » Le jeune homme eut le souffle coupé pendant quelques instants. Était-il possible qu'une personne comme lui épouse une fée possédant un château opulent au point de contenir 8 barriques de vin supérieurs de différents types ? Il avait promis d'épouser Bella, mais ses souvenirs s'estompaient, troublés par les vapeurs du vin de la sorcière.
Yann répondit donc poliment à la fée qu'il ne pouvait décliner son offre et qu'il était submergé de joie à l'idée de devenir son mari. Elle annonça alors la préparation immédiate de la fête de fiançailles. Elle dressa une table avec les meilleurs plats que Yann n'eût jamais vus ni dégustés auparavant. Puis elle sortit dans le jardin vers un étang rempli de poissons. Et tenant un filet, elle examina l'eau. « Viens, procureur général, appela-t-elle. Viens, meunier. Toi aussi, tailleur. Dépêche-toi, fossoyeur. » Et à chaque fois qu'elle prononçait un nom, un poisson sautait dans son filet. Ce dernier rempli, la sorcière retourna au palais et jeta les 4 poissons dans une poêle dorée. Yann semblait distinguer, au milieu des bruissements de la poêle, des chuchotements inquiétants. « Qui chuchote dans la poêle à frire dorée, fée ?» demanda-t-il. « Ce ne sont que les étincelles du bois, » répondit-elle en soufflant sur le feu. Un instant plus tard, des petites voix commencèrent à murmurer. « Qui râle ?» questionna encore le jeune homme. « C'est juste la graisse qui fond, » poursuivit-elle en jetant le poisson dans la poêle. Puis des voix se mirent à crier. « Qui hurle de la sorte, fée ?» s'enquit Yann. « Ce n'est qu'un grillon sur l'âtre, » assura la sorcière, et elle se mit à chanter si fort que Yann n'entendit plus rien. Ces choses étranges autour de lui commençaient à éclairer l'esprit de Yann. La sorcière coupa court à ses réflexions quand elle le pria de prendre place à table, ajoutant qu'elle allait chercher 12 autres types de vins à déguster. Sous un soupir, Yann s'assit et chercha machinalement dans sa poche le couteau en argent de Bella pour couper le poisson. À sa vue, il eut un pincement au cœur. Miséricorde, est-il possible d'avoir oublié Bella si vite pour cette sournoise sorcière, pensa-t-il. Il posa son couteau et commença à se lever. Mais quand le couteau briseur de sorts toucha l'assiette d'or, tous les poissons se levèrent et se transformèrent sous ses yeux en de minuscules êtres humains. Il y avait un procureur général avec son épitoge blanche, un meunier tout couvert de farine, un tailleur avec des chaussettes violettes et un berger avec sa tunique usée. Ils criaient tous ensemble en sautillant dans la graisse chaude de friture. « Yann, sauve-nous, si tu veux être sauvé toi-même. » Dieu du ciel, qui sont tous ces petits hommes qui chantent dans le beurre fondu, s'exclama Yann, stupéfait. Nous sommes de pauvres hommes, tout comme toi. Nous sommes aussi venus chercher fortune sur l'île du Loch. Nous avons accepté d'épouser la sorcière, et le lendemain du mariage, elle nous a traités de la même manière que ceux qui nous ont précédés, désormais dans le vivier. Bientôt, toi aussi tu seras transformé en poisson, et peut-être même que tu seras frit et mangé par ceux qui viendront après toi. Yann se leva d'un bond, comme s'il était déjà dans la poêle à frire dorée. Il se précipita vers la porte, espérant s'échapper avant le retour de la sorcière. Mais elle s'était faufilée dans la pièce et avait assisté à la scène. Avant que Yann n'ait pu atteindre la porte, elle lança son filet d'acier. Le garçon fut transformé en grenouille. Après quoi, la sorcière le jeta dans l'étang à poissons, avec les autres maris ensorcelés. À ce moment exact, la cloche d'or autour du cou de Yann tenta. Et malgré la distance, Bella l'entendit distinctement, comme si elle avait été suspendue à son propre cou. « Yann est en danger !» s'exclama-t-elle. Et sans réfléchir, sans demander conseil à personne, elle courut dans sa chambre, attrapa son bâton magique et se mit en route. Au premier carrefour, elle planta le bâton dans le sol et murmura « Ô bâton de pommier enchanté,
Guide-moi à travers vallées, bois et prairies, à travers les airs et sous la mer. Conduis-moi vers celui avec qui je souhaite être. » À ces mots, le bâton se transforma en un destrier à la robe brune, déjà scellé et bridé. Il avait un ruban sur chaque oreille et un nœud bleu sur le front. Bella monta sur son cheval et ils partirent, d'abord au pas, puis au trot, et enfin au galop. Ils voyageaient si vite que les arbres, les fossés et les clochers passaient à toute vitesse devant les yeux de la jeune fille. Mais elle voulait aller encore plus vite. Aussi murmura-t-elle à l'oreille de l'animal. « Le cheval est moins rapide que l'hirondelle. L'hirondelle est moins rapide que le vent. Le vent est moins rapide que l'éclair. Mais mon destrier, tu dois être le plus rapide de tous, car celui qui est cher à mon cœur est en danger. » Le cheval comprit et s'envola comme la poussière emportée par un coup de vent. Ils finirent par atteindre le pied d'une falaise, surplombant les montagnes, appelée Harz Liebrock. C'est là que le fidèle destrier fit halte, car ni les hommes ni les bêtes ne purent jamais gravir ce rocher, couvert de nuages. Bella répéta sa comptine. « Ô bâton de pommier enchanté, guide-moi à travers vallées, bois et prairies, à travers les airs et sous la mer. Conduis-moi vers celui avec qui je souhaite être. » Au dernier vers, le cheval se vit pousser des ailes et se transforma en un puissant oiseau qui la transporta à travers les courants jusqu'au sommet de la montagne. Là-haut, quelqu'un l'attendait. Perché sur un rocher froid, juste au sommet, se trouvait un petit hobgoblin, barbu et flétri. Quand il vit Bella, il s'écria : « Voici la jeune fille qui est venue me sauver. »« Te secourir ? Et qui es-tu ? » demanda-t-elle. « Je suis Génique, le malheureux mari de la sorcière de l'île du Loch. Elle s'est lassée de moi et m'a piégée ici avec ses sorts. »« Oh mon pauvre, » s'apitoya la jeune fille, « comment puis-je te libérer ? » ?»« Tout comme tu libéreras Yann, lui-même tombé dans les griffes de la sorcière, » répondit-il. « Dis-moi juste ce que je dois faire. » « Va voir la sorcière et présente-toi comme un charmant garçon. Demeure vigilante et essaye d'attraper le filet en acier qui pend à sa ceinture. Piège-la dedans et elle sera emprisonnée jusqu'à la fin des temps. »« Où puis-je trouver des vêtements de garçon ? » questionna alors Bella. « Tu le découvriras vite. » Et tandis qu'elle parlait, le hobgoblin arracha 4 cheveux roux, souffla dessus et marmonna quelque chose à voix basse. Aussitôt, les 4 cheveux devinrent autant de tailleurs. Le premier tenait un chou, le second une paire de ciseaux, le troisième une aiguille et le quatrième un fer à repasser. Sans plus tarder, ils se réunirent autour de Bella et commencèrent à lui confectionner un costume d'homme. Avec la première feuille de chou, ils réalisèrent une veste dotée d'une belle dentelle. Une autre feuille devint bientôt un gilet, et il en fallut 2 autres feuilles pour faire un beau pantalon large. Enfin, un chapeau fut créé à partir du cœur du chou, et la tige fut utilisée pour fabriquer des chaussures. Lorsque Bella enfila ses vêtements de velours vert, doublés de satin blanc, elle ressembla à un jeune homme de noble origine. « Vite !» s'écria le hobgoblin, dès qu'il la vit prête pour sa mission. « En route pour sauver Yann. » Bella monta rapidement sur le majestueux volatile qui, en quelques battements d'ailes, l'emporta jusqu'au lac, situé au milieu de l'île du Loch. Là, la jeune fille descendit de cheval, et sa monture devint un simple bâton de bois de pommier.
Bella remarqua aussitôt le bateau en forme de cygne, et tout comme Yann, grimpa dessus et fut emportée au fond du lac. Elle ne s'attarda pas dans l'admiration du palais des coquillages, mais courut sur les escaliers chantants, jusqu'à atteindre le portail où elle trouva la fée. À la vue du beau jeune homme vêtu de velours, la sorcière se réjouit. « Pour tout mon or et mon argent, c'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Et je pense qu'il me faudra plus de temps que d'habitude pour me lasser de lui, » se dit-elle. Elle le salua chaleureusement, l'appela mon bien-aimé et le conduisit à table, encore garni de toutes sortes de délices. Parmi les différents mets, Bella reconnut le couteau magique qu'elle avait donné à Yann, celui-là même qu'il avait laissé derrière lui, au moment de bondir vers la porte. Bella l'attrapa rapidement et le cacha dans sa poche. Après lui avoir fait goûter chacun des savoureux plats de la table, la sorcière la conduisit dans le jardin pour lui montrer les pelouses débordant de diamants, les fontaines aux jets parfumés à la lavande, et enfin l'étang où nageaient des milliers de poissons multicolores. Bella fit mine d'être émerveillée en admirant toutes ces merveilles. La sorcière ravie demanda aussitôt au jeune homme s'il voulait l'épouser et vivre avec elle dans le palais pour toujours. « Oh oui, bien sûr, » répondit Bella. « Mais d'abord, laissez-moi essayer d'attraper un de ces beaux poissons avec le filet en acier à votre ceinture. » La sorcière, jugeant cette demande comme un simple caprice du garçon, sourit et tendit le filet à Bella. « Maintenant, mon beau pêcheur, voyons ce que la chance t'apporte. Une riche prise peut t'attendre. »« J'attraperai une maudite sorcière, » cria Bella en lui jetant rapidement le filet. La sorcière poussa un cri terrifiant, qui se termina par un gémissement quand Bella la jeta dans l'étang. À ce moment-là, comme si les ondulations de l'eau les poussaient, les poissons commencèrent à s'éloigner en flottant, comme une procession de moines multicolores. En partant, ils criaient de leur petite voix. « Voici notre Seigneur et Maître, qui nous a libérés du filet d'acier et de la poêle d'or. Et qui rendra également votre forme humaine, » ajouta Bella en sortant le couteau magique. Une fois touchés chacun des poissons, ils redevinrent les beaux jeunes hommes qu'ils étaient avant le piège tendu par la sorcière. Alors que les garçons exultaient autour d'elle et que Bella touchait le dernier poisson avec la pointe de son couteau, elle réalisa désappointée que son Yann n'était toujours pas apparu. Enfin, elle remarqua une grande grenouille verte à ses pieds. Elle était agenouillée et sanglotait amèrement avec ses pattes avant croisées sur sa poitrine, et une cloche dorée était suspendue à une corde autour de son cou. Bella sentit son cœur sur le point d'exploser dans sa poitrine et s'écria : « C'est toi, mon cher Yann, est-ce toi, roi de mes joies et de mes soucis ? » « C'est moi, » gémit la grenouille. Bella le toucha avec le couteau. Et aussitôt, Yann apparut devant elle sous sa véritable forme. Puis ils s'embrassèrent, riant et pleurant en même temps. Juste à ce moment-là, le hobgoblin de Heartslip Rock fit son apparition. « Me voici, douce fille, » s'exclama-t-il. « Le sort a été rompu. Que le ciel te bénisse. » Il les escorta tous jusqu'au coffre de la sorcière, et lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent de nombreuses pierres précieuses. « Il y en a assez pour tout le monde, » dit le hobgoblin. Bella et Yann remplirent ainsi de richesses leurs poches, leurs chapeaux, leurs ceintures et même leurs jambes de pantalon. Une fois prises toutes les pierres précieuses qu'ils pouvaient transporter,
Bella ordonna à son bâton de pommier de devenir un carrosse assez grand pour contenir tous les gens qu'elle avait libérés. C'est alors qu'ils rentrèrent chez eux. Finalement, les bans de leur mariage furent affichés. Yann et Bella purent se marier. Plutôt que d'acheter une petite vache et un maigre porcelet, ils achetèrent un grand nombre de terrains et s'installèrent dans une ferme, vivant heureux et prospères pour le reste de leur vie.